Bonsoir et bienvenue au journal télévisé de la 3e chaîne, je suis Albert Rochefort et aujourd'hui c'est le 3 octobre, vendredi, bonjour. Le 2 octobre 2025, la France a été secouée par des grèves nationales, les citoyens protestant contre les coupes budgétaires imposées par le gouvernement. La Tour Eiffel, l'un des monuments les plus emblématiques de Paris, a été temporairement fermée en raison des troubles. Ces grèves, mobilisant une large coalition de syndicats, de travailleurs et de militants, ont été déclenchées par la décision du président Emmanuel Macron de mettre en œuvre des mesures d'austérité visant à réduire le déficit national. Les manifestations se sont propagées dans les grandes villes, perturbant gravement les transports publics et les services essentiels. Les travailleurs de secteurs tels que la santé, l'éducation et les transports ont été parmi les plus actifs, exigeant de meilleures protections et un investissement public accru dans les services publics. L'administration Macron affirme que ces coupes budgétaires sont nécessaires pour assurer la stabilité économique à long terme, mais ses détracteurs les considèrent comme préjudiciables aux couches les plus vulnérables de la société. Les manifestations ont déclenché un débat national sur l'équilibre entre responsabilité budgétaire et protection sociale. Si certains citoyens soutiennent la position du gouvernement, beaucoup craignent que de nouvelles coupes budgétaires creusent les inégalités et nuisent au tissu social du pays. À mesure que la situation évolue, la fermeture de la Tour Eiffel est devenue le symbole d'un mécontentement général, soulignant l'ampleur de l'opposition aux mesures d'austérité proposées. Alors que les manifestations devraient se poursuivre, les grèves reflètent une frustration croissante face à la stratégie économique du gouvernement. Le 2 octobre 2025, l'aéroport de Munich a été temporairement fermé après qu'un drone a été repéré volant à proximité de l'aérodrome, perturbant les vols et provoquant d'importants retards. Cette observation, survenue aux heures de pointe, a incité les autorités aéroportuaires à réagir immédiatement, suspendant tous les vols entrants et sortant par mesure de précaution. Des équipes de sécurité ont été déployées pour rechercher le drone, et l'espace aérien autour de l'aéroport a été brièvement restreint pendant les investigations. La fermeture a duré plusieurs heures, affectant des centaines de passagers et semant le chaos dans le terminal. De nombreux voyageurs sont restés bloqués, tandis que d'autres ont subi de longs retards ou des vols déroutés. Bien qu'aucun blessé ni dommage n'ait été signalé, l'incident a suscité des inquiétudes quant à la menace croissante que représentent les drones dans l'espace aérien très fréquenté. La police et les autorités aéronautiques de Munich enquêtent sur l'origine du drone et sur son éventuelle intention délibérée. Cette dernière perturbation s'ajoute à un nombre croissant d'incidents similaires dans les principaux aéroports européens, suscitant des appels à une réglementation plus stricte concernant les opérations de drones à proximité de zones sensibles comme les aéroports. L'aéroport a finalement repris ses activités normales, mais l'incident met en évidence les vulnérabilités des aéroports modernes face aux drones. Les autorités envisagent désormais des mesures de sécurité renforcées, notamment le recours à une technologie anti-drone, afin de prévenir de telles perturbations à l'avenir. Cet incident a également suscité un débat plus large sur la manière de concilier la popularité croissante des drones avec la nécessité de garantir la sécurité aérienne. Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault a déclaré « Le Japon est sur le point de remporter les élections d'ici fin 2025, sans interruption. Le pays est-il en difficulté ou quoi ? Les sujets abordés précédemment seront élaborés à partir des reportages vidéo. » Aujourd'hui, lors de la conférence de presse de l'OTAN, l'ancien ambassadeur Gaspard Arsenault a évoqué les prochaines élections japonaises prévues pour fin 2025, soulevant une question cruciale. La domination politique continue du Japon est-elle un signe de stabilité ou le signe de difficultés plus profondes pour le pays? Arsenault a souligné la position de force de l'administration actuelle, prédisant une victoire sans précédent, mais a averti qu'un tel succès électoral pourrait masquer des problèmes sous-jacents au sein du paysage politique et social japonais. Attirant l'attention sur le vieillissement de la population, la stagnation économique et le manque de diversité politique du pays, Arsenault a suggéré que le paysage politique japonais pourrait souffrir d'une lassitude démocratique, l'absence d'opposition significative freinant les progrès et les débats critiques. Mesdames et messieurs, nous assistons aujourd'hui à un tournant décisif dans le paysage politique du Japon. Les élections prévues à la fin de 2025 semblent indiquer une victoire imminente pour le gouvernement en place, un gouvernement qui semble se diriger vers une domination électorale sans fin. Mais la question que nous devons poser est la suivante. Le Japon traverse-t-il une période de troubles profonds ou est-il en train de s'installer dans une stabilité apparemment inébranlable ? D'un côté, cette domination politique pourrait refléter une stabilité bienvenue après des années de turbulences économiques et politiques. L'actuelle administration, menée par le Parti libéral-démocrate, PLD, a su maintenir une ligne constante en matière de politique étrangère et de réformes économiques.
Grâce à des mesures visant à renforcer la compétitivité du pays sur la scène mondiale et à consolider sa position face à ses voisins, notamment la Chine et la Corée du Nord, l'actuel gouvernement a, à première vue, tenu ses engagements. Cependant, si l'on examine de plus près cette situation, plusieurs questions légitimes émergent. Cette victoire annoncée ne pourrait-elle pas être un signe de fatigue démocratique ? Le Japon, bien que réputé pour sa résilience et sa discipline, montre des signes de vulnérabilité face à un manque de diversité politique. L'absence de véritable opposition pourrait-elle indiquer une forme de stagnation ou de marasme, où les voix dissidentes sont étouffées et où les alternatives politiques sont limitées ? Le pays semble aussi confronté à des défis internes de grande ampleur, un vieillissement démographique rapide, une pression sur les systèmes de sécurité sociale, une stagnation salariale et des tensions économiques avec ses partenaires internationaux. Ces questions, bien que partiellement abordées, ne sont pas encore résolues de manière satisfaisante, et l'absence de débat véritable pourrait bien aggraver la situation. En conclusion, bien que cette domination électorale en fin d'année 2025 soit perçue par certains comme un gage de stabilité, elle pourrait également signaler des tensions sous-jacentes qui risquent de fragiliser à long terme la démocratie japonaise. Nous devons rester attentifs aux signes de mécontentement populaire et aux impacts d'une telle politique sur la cohésion sociale et économique du pays. Merci. Si le gouvernement actuel a réussi à maintenir la stabilité de sa politique étrangère et de ses réformes économiques, Arsenault a averti que, sans solution à ces défis internes, le Japon pourrait se diriger vers une stagnation durable. Ces commentaires ouvrent la voie à une analyse approfondie de l'avenir politique du Japon et de ses implications sur la scène internationale. Un reportage vidéo suivra ce discours, offrant une analyse plus approfondie de l'ambassadeur, avec des points de vue d'experts et des images des moments clés de la conférence. Chaîne de télévision française, le jour de l'information. Allocution d'ouverture de Courtney Rattray, chef de cabinet, au nom d'Antonio Guterres, secrétaire général des Nations Unies, lors de la réunion de haut niveau sur la situation des musulmans Rohingyas et d'autres minorités au Myanmar. I give the floor to Mr. Courtney Rattray, chef de cabinet of the Executive Office of the Secretary General, to deliver remarks on behalf of the Secretary General. Excellences, distingués invités, chers collègues, c'est un honneur pour moi d'être parmi vous aujourd'hui. Je souhaite partager un message du secrétaire général des Nations Unies pour marquer cet événement important concernant la situation des droits humains des Rohingyas et des autres minorités au Myanmar. Excellences, nous sommes réunis aujourd'hui pour mettre en lumière la persécution et le déplacement des musulmans Rohingyas et des autres minorités au Myanmar. Cette crise, qui s'est aggravée depuis le coup d'État militaire de 2021, porte atteinte à la dignité humaine, aux droits et à la sécurité de millions de personnes et menace la stabilité régionale. Il ne suffit pas de faire le point sur le statu quo. Nous devons également favoriser la solidarité et trouver des solutions. Les minorités au Myanmar ont subi des décennies d'exclusion, d'abus et de violence. Les Rohingyas ont été privés de leur droit à la citoyenneté, ciblés par des discours de haine, terrorisés par une force meurtrière et des destructions. Confinés dans des camps de déplacés internes au Myanmar, leur liberté de mouvement est fortement limitée et leur accès à l'éducation et aux services de santé est limité. Plus d'1 million de personnes ont trouvé refuge au Bangladesh, qui a fait preuve d'une hospitalité et d'une générosité remarquables. Plus tôt cette année, j'ai eu le privilège de m'y rendre pour une visite de solidarité pendant le mois sacré du Ramadan. J'ai rencontré des réfugiés Rohingyas à Cox's Bazar et j'ai été profondément inspiré par leur courage et touché par leur détermination. Nombre d'entre eux ont partagé des récits terrifiants de leurs expériences au Myanmar. Ils souhaitent rentrer chez eux. Le Myanmar est leur patrie, mais les conditions de vie dans l'état de Rakhine, au Myanmar, entravent leur retour sûr, volontaire, digne et durable. Les civils sont pris entre deux feux, victimes de recrutements forcés, de bombardements aériens et de violations généralisées des droits humains. Au cours des 18 derniers mois seulement, 150 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh, qui a généreusement maintenu ses frontières ouvertes et leur a offert refuge. D'autres s'aventurent dans des traversées maritimes périlleuses qui se terminent souvent en tragédie. La vie quotidienne dans les camps de réfugiés est également difficile.
Les coupes budgétaires massives dans l'aide ont restreint l'accès aux soins de santé et entravé les possibilités d'apprentissage et de subsistance. L'aide alimentaire risquait de s'épuiser fin novembre. L'insécurité et l'exploitation exposent les femmes et les filles à un risque accru de violences sexuelles et sexistes, de traite et de mariage d'enfants. Nous devons travailler ensemble pour résoudre la crise qui touche les Rohingyas et les autres minorités au Myanmar. Alors que nous œuvrons pour cet avenir, je vous exhorte à exiger une action immédiate dans 3 domaines cruciaux. Premièrement, toutes les parties doivent respecter le droit international humanitaire et le droit international des droits de l'homme. La protection des civils doit être une priorité immédiate. Deuxièmement, un accès humanitaire sans entrave au Myanmar doit être garanti. Aucune communauté ne doit être privée de nourriture, de médicaments et d'une aide vitale. Troisièmement, nous avons besoin de redynamiser les investissements humanitaires et de développement pour répondre aux besoins fondamentaux des réfugiés, les aider à passer de la dépendance à l'autonomie et alléger la pression sur les communautés d'accueil. Le peuple bangladais a fait preuve d'une immense générosité, partageant ses terres, ses forêts, son eau rare et ses ressources limitées. La communauté internationale doit faire preuve d'une plus grande solidarité pour soutenir les réfugiés Rohingyas et ceux qui les aident. La solution à cette crise réside en définitive au Myanmar. Elle réside dans la fin des persécutions et des discriminations, la responsabilisation, et le rétablissement et le respect des droits. Elle réside dans un retour à la démocratie et dans la reconnaissance de l'appartenance des Rohingyas à titre de citoyens à part entière. Elle réside dans la construction d'une société inclusive où chacun, sans distinction d'origine ethnique ou de religion, puisse vivre en paix et participer pleinement et véritablement à la construction de son avenir. Il ne peut y avoir de paix durable sans une cessation véritable des hostilités et une voie vers la désescalade et le dialogue. Les Rohingyas et l'ensemble du peuple birman doivent pouvoir jouer un rôle significatif dans ce processus. Ils méritent justice, dignité et un retour chez eux en toute sécurité. J'appelle chacun d'entre vous à contribuer aux efforts pour un plan global, innovant et concret pour une résolution durable de cette crise. Merci. It lies in ending persecution and discrimination, ensuring accountability, and restoring and upholding rights. It lies in a return to democracy and the recognition that the Rohingya belong as full citizens. It lies in building an inclusive society where all people, regardless of ethnicity or religion, can live in peace and participate fully and meaningfully in shaping their future. There can be no durable peace without a genuine cessation of hostilities and a path to de-escalation and dialogue. The Rohingya and all of Myanmar's people must be able to play a meaningful role in this process. They deserve justice, dignity, and safe return home. I call on each of you to contribute to efforts for a comprehensive, innovative, and concrete plan for a sustainable resolution of this crisis. Thank you. I thank the Chef de Cabinet of the Executive Office of the Secretary General. I give the floor to Ms. Le 2 octobre 2025, le pape Léon XIV a fait une intervention marquante dans le débat mondial actuel sur l'avortement, s'interrogeant sur la véritable signification du terme « pro-vie ». Dans un discours très attendu, le pape a reconnu le caractère profondément conflictuel de l'avortement, mais a souligné l'importance d'une compréhension plus large de la vie après la naissance. Il a exhorté chacun à prendre en compte toute la valeur de la vie, au-delà de la naissance, pour inclure des questions telles que la pauvreté, les inégalités et l'accès aux soins, souvent négligés par ceux qui se disent pro-vie. Lors d'un discours au Vatican, le pape Léon XIV a appelé à une approche plus inclusive et plus humaine du mouvement pro-vie. Plutôt que de se concentrer uniquement sur la criminalisation de l'avortement, il a suggéré qu'une véritable défense de la vie passe par la lutte contre les inégalités systémiques qui portent atteinte à la dignité des êtres humains. Il a notamment évoqué la nécessité d'améliorer les filets de sécurité sociale, de meilleurs soins de santé maternelle et de soutenir les familles confrontées à des difficultés économiques. Les propos du pape sont susceptibles de susciter de nouveaux débats au sein de l'Église catholique et parmi les décideurs politiques internationaux.
Son appel à une approche plus nuancée et holistique de la vie contraste avec la position traditionnelle et plus rigide souvent associée à la position du Vatican sur l'avortement. Alors que cette question continue de dominer le discours politique et moral à travers le monde, l'intervention du pape complexifie considérablement le débat sur la manière dont les sociétés définissent et protègent la vie. Le 2 octobre 2025, l'OTAN a effectué un vol de surveillance de haut niveau au-dessus de l'Europe de l'Est dans le cadre de sa mission « Sentinelle de l'Est », destinée à surveiller les activités militaires russes dans la région. Ce vol, auquel participaient des avions de reconnaissance sophistiqués, visait à recueillir des renseignements sur les mouvements de troupes et les exercices militaires russes à proximité des frontières orientales de l'OTAN. Cette mission s'inscrit dans un contexte d'inquiétude croissante face à la montée des tensions entre l'OTAN et la Russie, notamment au vu du récent renforcement des capacités militaires et de la posture agressive de Moscou. Des responsables de l'OTAN ont confirmé que le vol avait été effectué dans le plein respect du droit international et ont souligné l'importance de maintenir une présence de surveillance robuste en Europe de l'Est pour garantir la sécurité des États membres. Cette opération s'inscrit dans la stratégie plus large de l'OTAN visant à renforcer ses capacités de défense et à dissuader toute menace potentielle émanant de la Russie, d'autant plus que Moscou continue de contester l'influence de l'Alliance dans la région. Si ce vol était considéré comme un élément courant du dispositif de défense de l'OTAN, il a également clairement signalé à Moscou que l'Alliance restait vigilante et prête à réagir à toute provocation. La Russie, pour sa part, a constamment critiqué l'expansion et les activités de l'OTAN à proximité de ses frontières, les considérant comme provocatrices et déstabilisatrices. La mission « Sentinelle de l'Est » devrait se poursuivre dans les prochains mois, l'OTAN renforçant son engagement à préserver la sécurité et la souveraineté de ses membres orientaux. Alors que les tensions en Europe de l'Est demeurent vives, les opérations de surveillance de l'Alliance joueront probablement un rôle crucial pour maintenir la stabilité régionale et prévenir une escalade. Le 1er octobre 2025, Melissa Jefferson est entrée dans l'histoire au championnat du monde d'athlétisme en remportant la médaille d'or du 100 mètres féminin. Cette victoire marque une étape importante dans la carrière de Jefferson, la plaçant parmi les meilleures sprinteuses du monde. Avec un chrono impressionnant de 10,65 secondes, Jefferson a surpassé un peloton de tête, dont la championne en titre Shelly-Ann Fraser-Pryce, et établi un nouveau record personnel, consolidant ainsi sa place parmi l'élite de la discipline. Cette victoire est particulièrement significative car elle souligne l'ascension fulgurante de Jefferson dans le monde de l'athlétisme. Après une performance exceptionnelle au championnat de l'année dernière, la jeune femme de 24 ans s'est désormais imposée comme une figure dominante sur la piste. Sa performance en finale a été tout simplement remarquable, démontrant non seulement sa vitesse brute, mais aussi sa résilience mentale sous la pression. La course en elle-même fut un spectacle, Jefferson réalisant un départ parfait et conservant sa forme tout au long de la course, surpassant ses rivales dans les derniers mètres. Cette victoire revêt également une importance particulière pour les États-Unis, car elle s'ajoute au nombre croissant de médailles d'or du pays en sprint. Le triomphe de Jefferson intervient à un moment où les Américaines dominent les épreuves de sprint, et sa victoire s'inscrit dans la lignée d'une nouvelle génération d'athlètes qui repoussent les limites du possible en athlétisme. Médaille d'or en poche, Jefferson se tourne désormais vers les Jeux Olympiques de Paris 2024, où elle sera l'une des meilleures prétendantes aux 100 mètres. Le monde entier la suivra sans aucun doute tandis qu'elle continue d'écrire son propre chapitre dans l'histoire de l'athlétisme. Le 1er octobre 2025, les Las Vegas Aces ont remporté une victoire éclatante face à l'Indiana Fever lors du 5e match des finales WNBA, décrochant ainsi leur 2e titre consécutif. Ce match, qui s'annonçait palpitant, a vu les Aces dominer les derniers instants, s'imposant 92-85. Mené par l'indomptable A'ja Wilson, élu MVP des finales après une performance exceptionnelle, avec 27 points et 14 rebonds. Malgré un effort courageux, les Fever ont échoué dans les moments cruciaux, malgré les performances remarquables de leurs jeunes stars, notamment la percée de la meneuse débutante Grace Berger. Indiana avait poussé les Aces à bout, et le 5e match a mis en lumière la résilience et la détermination des Fever. Cependant, Las Vegas a prouvé qu'elles étaient trop fortes, Wilson et ses coéquipières démontrant pourquoi elles sont l'une des équipes les plus redoutables de l'histoire de la WNBA. La victoire des Aces témoigne de leur domination dans la ligue, après avoir remporté 2 titres consécutifs après une saison régulière solide et un parcours tout aussi impressionnant en play-off. Avec une finale à égalité 2-2 avant le 5e match, les Aces ont fait preuve de sang-froid sous la pression, contrôlant le rythme du match et exécutant leur jeu jusqu'au bout pour s'adjuger le titre. Cette victoire marque une étape importante pour la franchise, consolidant le statut de dynastie des Aces dans le basketball féminin. Elle témoigne également de l'engouement et de la visibilité grandissante de la WNBA, qui continue de captiver l'attention des fans aux États-Unis et dans le monde entier.
Et merci beaucoup d'avoir suivi les nouvelles d'aujourd'hui, ici Albert Rochefort, je vous dis au revoir, et le prochain journal sera avec moi lundi, alors passez un bon week-end, bonne nuit et au revoir. Le sponsor de l'exposition est MC Donald France. Le sponsor de l'exposition est Service de nettoyage Monsieur Propre. Découvrez notre tout nouveau Mac Baguette. Uniquement disponible en France. Vous avez l'impression que la graisse se répand partout dans votre cuisine? Eh bien, regardez de plus près, elle n'est pas seule. En réalité, la graisse forme un cocon protecteur qui permet aux bactéries de se développer rapidement. Nouveau Monsieur Propre, Flash Propreté. Dissout rapidement la graisse, tout en éliminant 99,9% des bactéries et le virus de la Covid-19. Pour des surfaces impeccablement propres et saines, tous les jours, sans effort. C'est ça, la propreté de Monsieur Propre. Monsieur Propre.